Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Telimo, le magazine de l'immobilier. Au programme, plusieurs rubriques. Notre notaire nous parlera de ce statut, le PACS, que l'on connaît peut-être encore mal, et des différences entre PACS et mariage. On parlera aussi avec notre expert de création d'intérieur, de décoration d'intérieur, et on ira en images visiter un magasin qui a été redécoré par cet expert à Objat en Corrèze. Mais d'abord, je suis ravie de vous accueillir tous les deux. Bonjour Christophe Géraud, vous êtes courtier. On parlera du courtage en crédit et du rôle du courtier. Et bonjour François-Xavier Duny. Bonjour. On va commencer ensemble avec, peut-être on va parler du marché immobilier. Le contexte actuel du marché immobilier, qu'en est-il? Eh bien, il n'est pas simple aujourd'hui ce marché immobilier. Si on fait un état de ce qui s'est passé en 2014, on s'aperçoit principalement que les prix ont baissé et que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Alors c'est compliqué de faire un bilan complet du marché immobilier tant il est hétérogène, ce marché. On n'a pas du tout les mêmes baisses de prix à Paris, qu'à Limoges, qu'à Brive ou dans les zones plus rurales. Dans ces zones les plus rurales, on a eu une forte baisse des prix au mètre carré. Et notamment en Limousin, qui reste peut-être la région la moins chère en France en termes d'immobilier? Absolument. En tout cas, dans les grandes métropoles, Limoges reste la ville la moins chère. Quelles sont les prévisions peut-être à venir pour 2015? Alors sur 2015, les prévisions sont plutôt bonnes, plutôt rassurantes. En tout cas, les notaires sont moins pessimistes qu'ils étaient sur la reprise du marché immobilier. Ils observent par endroits des frémissements de reprise. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les prix étant ramenés vers le bas, les taux d'intérêt aussi bas permettent d'avoir plus de pouvoir d'achat pour investir. On sent une légère reprise. Mais est-ce qu'on la sent partout, cette reprise? Ça reste hétérogène? Non, on ne la sent pas partout. On la sent effectivement dans les métropoles dynamiques. Mais effectivement, même dans les zones rurales, à partir du moment où les prix sont bas, les gens investissent. Les gens peuvent investir. Ils manquent peut-être aujourd'hui un peu de confiance, ces personnes-là, certainement par rapport à la conjoncture. Et se dire d'investir aujourd'hui, ça fait peut-être peur. Alors que pourtant... C'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter. Encore et toujours là. Toutes les conditions sont réunies pour investir. Si vous êtes primo-accédant, c'est vraiment le moment. Et si je devais donner un conseil aux acheteurs, pensez à la revente. Et le critère numéro 1, c'est l'emplacement. Donc n'hésitez pas à investir. Si vous trouvez un bien, et il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui, à investir en choisissant bien l'emplacement. Donc ça veut dire peut-être pas se lancer dans un bien trop atypique, mais plutôt penser effectivement à la location, à la revente du bien immobilier qu'on achète. Absolument. C'est une garantie. Les prêts, l'investissement immobilier reste une valeur refuge en France et aujourd'hui c'est l'investissement privilégié des Français, même devant les placements d'assurance vie, même devant les placements sur des comptes bancaires et bien sûr aussi devant l'or. Donc il y a quand même une marque de confiance dans la pierre. Alors, c'est le moment encore effectivement d'acheter, donc c'est le moment d'aller voir son banquier et peut-être de négocier aussi les crédits qui sont assez bas. Et c'est là que vous intervenez. Bonjour Christophe Géraud, vous êtes donc courtier immobilier. Quel est le rôle du courtier en crédit, Christophe? Plusieurs rôles, plusieurs missions. Évidemment, la première, quand on parle de courtier en crédit, c'est d'aller chercher la meilleure proposition, le meilleur taux d'intérêt, aussi bien sur le crédit que sur les assurances. Couvrant donc ce crédit. Au-delà de ça, c'est une relation humaine de proximité qu'aujourd'hui les Français attendent, des emprunteurs français attendent de la part ou de leurs banquiers ou en ce qui nous concerne, nous les courtiers, une information préalable et objective sur justement ce fameux prêt immobilier et une analyse experte de son besoin. Comme je vous le disais précédemment, le Français aujourd'hui est au fait. Il est renseigné, il a tous les moyens et tous les outils pour savoir quelles vont être les caractéristiques de ce futur prêt et quels vont être ses besoins. Donc il faut que nous répondions donc à ces besoins. C'est parfois difficile pour nos partenaires bancaires, puisque une banque ne fait pas et ne délivre pas que du prêt immobilier. Nous sommes des réels spécialistes du prêt immobilier. Donc nous allons prendre le temps d'expliquer aux clients
toutes les caractéristiques du prêt. Ça va aller par la modularité des échéances. Est-ce qu'il y aura des indemnités de remboursement anticipées? Est-ce qu'il peut avoir un report d'échéance? Voilà, tout ça, on essaie d'être très complet. Et l'intérêt pour un particulier de se retourner vers vous, c'est aussi de mettre en concurrence différentes offres de différentes banques? C'est ça. Lorsque un particulier fait appel à un courtier en crédit ou à un IOBSP, intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement, qui est notre métier, il aura le choix parmi plusieurs propositions. En plus, on est dans de la volumétrie en ce qui nous concerne. Pour notre réseau national, l'année dernière, c'est à peu près 60 000 dossiers de crédit en France. Bien entendu, on a un poids supplémentaire auprès des banques partenaires pour avoir des taux d'intérêt beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire que vous aurez plus de poids, vous, pour négocier auprès des banques plutôt qu'un particulier, même si lui, le particulier, va aller voir plusieurs banques. Je prends toujours comme exemple la voiture. Vous allez acheter une voiture chez un concessionnaire, nous, on va en acheter 60 000. Bien entendu, on n'aura pas le même tarif, ni les mêmes conditions, même dans sa propre banque, puisqu'on a évidemment accès à des barèmes et des taux d'intérêt beaucoup plus intéressants. On va aller négocier aussi les assurances auprès des partenaires bancaires. Alors c'est ça, vous jouez aussi un rôle quant aux assurances du prêt. Bien sûr, les assurances depuis la loi Lagarde, renforcée par la loi Hamon, on a la possibilité de les souscrire donc en externe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une assurance décès-invalidité peut varier du simple au triple. C'est-à-dire qu'on peut avoir une assurance décès-invalidité de 0,20% sur le capital emprunté jusqu'à 0,65%. Alors, on ne fait pas du discount, on n'est pas là pour dire il faut renier sur la marge assurance et sur la marge taux d'intérêt. Par contre, lorsque vous arrivez à gagner sur votre assurance décès-invalidité la moitié du coût que ce que vous pourriez avoir auprès de votre banque dans l'assurance groupe, ça vous permet de rajouter des options. L'invalidité permanente partielle, qui est le croisement entre l'invalidité fonctionnelle et l'invalidité professionnelle. Là, c'est peut-être quelque chose effectivement que le grand public ne sait pas suffisamment. Voilà. C'est-à-dire qu'il a une offre en fait qui est globale de la banque, dans laquelle il y a cette assurance que l'on effectivement peut prendre ailleurs. Et ça, on ne fait peut-être pas assez jouer la concurrence là-dessus. Alors évidemment, personne communique sur le sujet. Vous comprenez bien. Les garanties de base, dans le cadre d'un prêt immobilier, mon collègue, dans une précédente émission, vous en avez parlé en détail, c'est le décès, PTIA, perte totale irrémédiable d'autonomie, et l'invalidité permanente totale. On peut rajouter des options. Parce que si vous gagnez sur votre assurance, une assurance groupe souscrite auprès de votre banque, vous avez ces 3 garanties de base, vont vous coûter 0,32% du capital initial. Si demain vous êtes à 0,20% dans une assurance externe, ça vous permet de vous couvrir un petit peu plus. Ça peut impacter bien sûr. Pour parfois 1 ou 2 euros supplémentaires. J'ai pour exemple une infirmière libérale, pour 2 euros supplémentaires sur son assurance décès-invalidité par mois, elle avait le rachat, ce qu'on appelle le MNO, rachat maladie psychologique et maladie du dos. C'est important pour une infirmière libérale. Et on rappelle que les banques sont obligées d'accepter dès lors que les garanties sont les mêmes, les garanties des différentes assurances. Et nous avons là aussi ce poids, puisque évidemment l'assurance, on est dans le cadre d'une contrepartie commerciale. L'organisme bancaire qui va vous délivrer votre prêt en direct va vous dire, bon voilà, si vous prenez vos assurances en externe, le taux d'intérêt de votre prêt sera de X. Alors que si vous les prenez en groupe, le taux d'intérêt sera plus bas. Alors on comprend bien l'intérêt de passer par un courtier comme vous, un expert. Combien ça coûte aux particuliers de passer par un courtier ? Sur le plan national, alors, vous avez des courtiers en crédit immobilier indépendants et puis vous avez des réseaux. Donc je ne parlerai aujourd'hui que des 2 réseaux principaux en France, CASPI et le leader meilleurtaux.com aujourd'hui, qui représente à peu près 200 agences. Le taux moyen constaté est de 1% du capital emprunté avec 950 € forfait minimum. Ces 1% évidemment ne sortent pas de la poche du client. Ils sont au même titre que les frais et accessoires, frais de garantie, que ce soit une IPP ou un organisme, enfin une hypothèque ou un organisme de caution qui va garantir le prêt, peuvent être intégralement financés dans le prêt.
D'accord, c'est intéressant à savoir. Merci beaucoup. Donc c'est la banque effectivement qui vous versera effectivement votre rémunération. Tout à fait, puisqu'ils seront intégrés dans le prêt pour que l'on puisse comparer l'offre qui va être faite au client par sa banque et nous les propositions qu'on pourrait avoir de la part d'autres organismes bancaires. Merci Christophe pour ces informations précieuses. Tout de suite, je vous propose de partir à Objat en Corrèze. Vous connaissez bien, on va aller chez un caviste. Il a refait la décoration entière de son magasin et pour cela, il a fait appel à un créateur d'intérieur. Regardez le reportage de Bénédicte Jourdier. Il faut que tu penses légèrement le support. Oui. L'un est caviste, l'autre décorateur. Ensemble, ils ont travaillé pour rafraîchir et améliorer l'intérieur de cette cave. Enfin, surtout le décorateur. Il y a des doléances au départ, les doléances d'un client. À savoir, le commerçant ici veut plus de place, quelque chose de plus lumineux et qui parle de ce qu'il fait. Mais il ne sait pas me dire comment. À moi, en le connaissant, en lui posant des questions, de savoir comment il veut réagir, comment il veut, où il pense valoriser le lieu. Après, c'est à moi d'en sortir la substantifique moelle, en fait. Donc, pourquoi ça plaît aux gens? C'est un petit peu le bordel en même temps, c'est un petit côté familial. Le vin c'est le héros, mais lui aussi, parce qu'il a un vrai tempérament, il a un accent, sa passion. Il ne faut pas faire quelque chose d'aseptisé, il faut rester dans une forme de simplicité. C'est très compliqué de faire simple, mais il faut rester simple. Il faut donner de la lumière, il faut repenser différemment. Parce que quand on habite un lieu, on l'oublie, on ne sait plus le faire, donc on ne le voit plus. Il faut un regard extérieur. Donc c'est apporter parfois des solutions qui peuvent brusquer, mais qui au final sont peut-être intéressantes parce qu'elles synthétisent quelque chose qui est vu de l'extérieur. Donc c'est un dialogue, c'est des croquis, des mises en place, des idées qui partent dans tous les sens en fait, et on pioche, voilà. Et après, ce sont des envies, et puis après c'est un budget. Le budget, 25 000 € pour 2 semaines intenses de travaux. Pierre de Marty a refait le sol, créé du mobilier, des accessoires de présentation, colorisé et éclairé l'espace. Quand j'ai rouvert donc en novembre avant les fêtes, les gens ont été très surpris et agréablement surpris. J'ai que des compliments du changement parce que les gens trouvent que c'est beaucoup plus grand alors que la surface n'a pas changé. Il y a une réverbération de lumière, tout est mis en valeur, il y a des gens qui redécouvrent la cave même s'ils sont clients assez habituels et curieux. Il y a des choses qu'ils ont redécouvert. Et moi, je prends plaisir à travailler dans un outil de travail qui est fonctionnel, qui est plus beau et qui me ressemble, puisque je me suis investi et que M. Marty a su comprendre et respecter ce que je voulais. Après, moi, je lui ai laissé libre cours à son travail et en lui demandant de me surprendre un petit peu, ce qui n'est pas facile, puisque je connais bien Pierre. Mais je lui ai laissé les clés du camion et quand j'ai retrouvé le magasin, j'étais surpris et agréablement surpris. Ça me convient tout à fait. Ce décorateur transforme, retouche les commerces, mais aussi et surtout les intérieurs des particuliers. Et Pierre de Marty est ici avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Marie-Pierre Manière-Maison, vous êtes notaire. Dans quelques instants, on parle du PACS, mais on va revenir d'abord sur votre métier. Pierre de Marty, donc vous êtes créateur d'intérieur. Quelle est la différence entre, enfin c'est votre définition, la différence entre créateur d'intérieur et décorateur d'intérieur? La nuance ne tient qu'au mot et à ce qu'on veut mettre derrière. Un décorateur d'intérieur est peut-être un petit peu plus enfermé dans un concept. Un décorateur va être dans une forme de théorie. Un créateur, il va réaliser parce qu'il va créer et il va toucher à peu près tous les domaines du bâtiment. Alors, on comprend effectivement qu'il y a une vraie part de création, de créativité dans votre métier. Qui fait appel à vous? Donc, il y a des professionnels qui ont des magasins, un exemple, donc là, Objat, mais aussi beaucoup de particuliers. En majeure partie, que des particuliers, et pour des prestations qui peuvent aller d'une grande simplicité pour une cuisine, une salle de bain, un salon, à des choses beaucoup plus recherchées, parfois avec une demande, parfois avec l'envie d'être accouché d'une demande. Qu'est-ce qu'ils vous demandent en général les gens? Est-ce qu'ils ont des demandes précises? Est-ce qu'ils vous laissent vraiment une grande liberté? C'est très nuancé. Il y a ceux qui veulent que l'on découvre pour eux ce que va devenir leur intérieur. C'est-à-dire, c'est un rapport psychologique en fait. Il faut apprendre à connaître les gens. C'est ce que j'allais dire, vous êtes un peu psy en fait. Oui, on est obligé. On arrive chez les gens, on regarde leur tableau, on regarde leur caractère, on regarde si les gens s'engueulent entre eux, s'ils ne sont pas d'accord. Non mais ça va Vous très allez loin. mettre des cloisons si les gens s'engueulent dans une famille. On regarde la façon dont ils sont habillés, on regarde. Mais il y a énormément de choses qui comptent parce qu'il ne faut pas prostituer leur. C'est intime aujourd'hui, une maison. C'est à ce point intime qu'il ne faut pas parler d'autre chose que d'eux. Donc, mais il faut les aider parfois. Et puis parfois, certains ont des idées.
Et c'est une confrontation, c'est une façon de dire, mais là vous faites une erreur, là vous n'en faites pas. Il n'y a pas de valeur sûre, absolue, mais il y a des codes. Et après, on peut se lâcher et aller très loin. Alors les codes, est-ce qu'il y a aussi des tendances qui se dégagent? Est-ce qu'il y a une évolution dans la décoration? Ouais, oui, bien sûr. Moi, ça ne me plaît pas tellement, Vous les n'aimez pas tendances, les modes? la mode. Ouais. Non, oh non, c'est pitié. Non, l'idée même va plus loin que ça. Aujourd'hui, je ne vais jamais réaliser ou poser un enduit tout prêt, par exemple. Je fabrique tout. C'est-à-dire que je ne note aucune recette. Je veux absolument que chez chaque personne chez qui j'interviens, il y ait une marginalité, que ce soit que pour lui. C'est-à-dire que je n'ai pas de recette toute faite. Je ne refais pas 2 fois la même chose, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, parce que ça me lasserait déjà, et puis parce que j'ai envie que ce soit unique, tout simplement. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier, Pierre? Bouger, faire, être physiquement en lien avec le travail et l'effort. C'est indispensable. Je ne pourrais pas être assis à un bureau toute une journée, donc c'est aussi ce choix-là. Quel est peut-être le plus beau compliment qu'on vous ait fait? J'y ai pas pensé avant. J'en ai aucune idée. Je vais retourner la question. Il n'y a pas l'idée d'un compliment. Mais je vais délayer, c'est-à-dire que j'ai besoin économiquement pour vivre, je le dis dans le reportage, d'avoir un chèque à la fin parce que c'est ce qui me fait vivre, qu'il soit de 800 € ou de 30 000 €, peu importe le projet. Mais ça, c'est pour vivre. Si quelqu'un est content et que je le vois dans ses yeux, mais vraiment, qu'il a été surpris ou que ça correspond, même peut-être à ce à quoi il ne s'attendait pas, moi ça me va. C'est ce qui fait vivre. Hein. Et vous dites quelque chose d'intéressant, je trouve, dans le reportage, c'est que souvent quand on est dans un lieu, dans un appartement, dans une maison, on a tendance à l'oublier. Vous apportez un regard neuf, alors de professionnel, mais aussi ce regard neuf, vous pouvez réenvisager les choses différemment. Vivre chez soi, c'est ne plus voir. C'est parfois vrai dans le couple, je ne sais pas, vous le verrez avec le Pax. On ne voit plus ce qui nous entoure. Et on n'a pas de regard objectif, on n'a pas de regard distancié. C'est savoir dire, ben, regardez, là c'est le bazar, là il y a un endroit, un espace qu'on peut exploiter. Et les gens semblent le découvrir, mais c'est passionnant. Et c'est aussi ça qu'on attend. Ça peut être très simple, hein, des idées toutes simples. Je me retourne aussi vers notre notaire. C'est intéressant quand on a envie aussi de vendre un bien, que la décoration soit, évidemment, valorise le bien. La décoration est super importante aujourd'hui. Oui, en effet. Bon, ceci dit, il faut, quand on fait visiter un bien, que ce soit peut-être pas trop personnalisé, parce que ça peut ne pas plaire nécessairement à tout le monde, et les goûts sont tellement différents d'une Alors là, c'est la différence entre le home staging, peut-être, que vous ne faites peut-être pas, Pierre. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Je suis super français, je ne sais pas. Home staging. Vous n'êtes pas je suis pas dans les modes. Plaza. Je ne sais pas, non. Vous n'êtes pas Stéphane Plaza. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on en vient donc au Pax, effectivement. Oui. Maître, le Pax, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut rappeler quel est ce statut? Alors, le Pax, c'est un statut qui permet, si vous voulez, à 2 personnes de même sexe ou de sexe différent d'organiser leur vie commune. Voilà, donc il va y avoir un certain nombre d'obligations et de droits. Au niveau des obligations, l'obligation de résidence commune et l'obligation d'aide et d'assistance à l'autre en cas de besoin. Il faut savoir également que les dettes de la vie courante, de la vie de tous les jours, doivent être prises en charge par les 2 partenaires et qu'il y a une solidarité par rapport à ces dettes. Où est-ce qu'on signe un Pax d'ailleurs? C'est en mairie, c'est chez le notaire? Il y a 2 solutions. Ou bien on rédige soi-même son contrat de Pax et on va le déposer au greffe du tribunal d'instance du lieu que les partenaires vont avoir choisi comme étant leur domicile. Et dans ce cas, le greffier enregistre le Pax et va ensuite faire les publicités au niveau de l'état civil des partenaires paxés. Ça, c'est une première solution. Deuxième solution, on va voir son notaire qui va rédiger le contrat de Pax de façon un peu sur mesure par la suite le notaire va faire lui-même les formalités que fait le greffier. Donc du coup on assure à la fois le conseil dans la rédaction, ce qui est très important parce que la question elle est de savoir à qui appartiennent les biens une fois qu'on est paxé, en fonction de ce qu'on va avoir mis dans son contrat de Pax. Et la deuxième question qui est assez importante, c'est la conservation du contrat. On se rend compte au fil de nos rencontres avec les clients que bien souvent, ils ne savent pas
où est passée la convention de Pacs qu'ils ont rédigée eux-mêmes. Alors, c'est un peu terrifiant parce que du coup, on ne sait pas trop à qui appartiennent les biens. Voilà, donc, alors effectivement, et c'est pas un hasard si on parle du Pacs aujourd'hui dans cette émission. En termes de biens et de qui a droit à quoi, c'est intéressant de savoir effectivement exactement ce à quoi on a droit quand on est pacsé. Quelles sont les différences entre Pacs et mariage d'ailleurs? Alors, tout déjà tient à la rédaction par rapport aux biens immobiliers pour savoir donc à qui appartiennent les biens, qui achète, qu'est-ce qu'on met dans l'acte, qu'est-ce qu'il y a dans le contrat de Pacs. Donc voilà, d'où l'utilité de se faire conseiller, accompagner pour la rédaction du contrat. Par rapport en termes de droit successoral, il faut savoir que le Pacs ne donne pas de droits successoraux. On n'est pas héritier de son partenaire pacsé, de la même façon qu'on est héritier de son conjoint marié. Donc ça, c'est assez important à savoir. Et quand on a fait un Pacs, il faut de toute façon prendre conseil de façon à ce que le conjoint survivant, le partenaire survivant, en cas de décès de l'un d'entre eux, soit protégé, notamment par rapport aux biens immobiliers, parce qu'une des seules protections qu'il a, c'est la possibilité d'utiliser le logement, c'est un droit de jouissance du logement pendant 1 an seulement, et donc du coup, quelquefois, c'est un peu juste. Vous conseillez plutôt d'ailleurs le mariage ou le Pacs en termes de protection justement par rapport aux biens immobiliers? En termes de protection, le mariage est plus protecteur, mais bon, ceci dit, vous avez des gens qui sont complètement réfractaires au mariage, donc on n'en parle pas. De toute façon, il faut faire quelque chose. Après, mariage, Pacs, chacun choisira en fonction de ses souhaits, mais de toute façon, il faut faire quelque chose pour protéger son conjoint, parce qu'à l'avenir, au moment où on décédera, le conjoint aura âgé, on l'espère, aura sans doute besoin d'être protégé. Donc voilà. Il faut en tout cas, le conseil, c'est renseignez-vous et faites-vous effectivement conseiller par votre notaire, c'est évident. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez bien sûr en savoir plus sur l'immobilier d'une façon générale sur le site Imonote qui s'affiche en bas de l'écran. Et vous pouvez aussi voir et revoir cette émission sur notre site telim.tv. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.